Bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs de ces journées bioéthiques de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je vais vous faire donc une revue d'actualité bioéthique en passant par l'angle des états généraux de la bioéthique que nous allons vivre en 2018 d'ici quelques petits mois. Alors, la France, elle était pionnière au niveau international en adoptant ces lois bioéthiques en 1994 et qui portent sur la plupart des sujets bioéthiques. Il est prévu dans la loi elle-même qu'elle soit réévaluée, qu'elle soit revue, en tout cas remise en question régulièrement. Ça peut être en soi une bonne idée, parce que la science évolue très vite, en particulier les biotechnologies dans le domaine du vivant. Donc il peut être intéressant effectivement de réinterroger ces lois pour vérifier si elles sont toujours ajustées, suffisantes. On s'aperçoit plutôt que souvent la loi fait du ski nautique derrière les évolutions scientifiques. Mais malheureusement, force est de constater que certaines des lois bioéthiques votées ne font finalement qu'entériner transgression après transgression. La loi bioéthique en cours actuellement, c'est celle de juillet 2011. Il était prévu qu'elle soit réévaluée 7 ans après, c'est-à-dire 2018. C'est pour cela que nous allons vivre ensemble cette période un peu particulière des états généraux de la bioéthique. États généraux, c'est-à-dire qu'on va aller convoquer, en tout cas de manière assez symbolique, les citoyens pour les questionner la société sur ce qu'elle pense des sujets bioéthiques. Alors, un petit aparté quand même, c'est que théoriquement, chaque fois qu'il y a une nouvelle question ou une question de société soulevée par les progrès de la science, avant de modifier la loi bioéthique, on doit organiser ces états généraux. Mais pourtant, ça n'a pas empêché en 2013 un vote très grave qui a été l'ouverture de la recherche sur l'embryon. Avant, nous étions à un régime d'interdiction de la recherche sur l'embryon. En 2013, c'est passé à un régime d'autorisation de recherche sur l'embryon humain, ce qui a fait tomber un symbole très très fort, qui était la reconnaissance de l'embryon comme être humain. C'est une proposition de loi qui était passée en catimini par une petite niche parlementaire qui a été ensuite mise en échec à l'Assemblée, mais qui avait finalement été votée par le gouvernement qui avait repris à son compte cette loi et qui avait mis en place la procédure du vote bloqué. Donc sans passer par les états généraux, l'embryon est devenu un objet de recherche. C'est assez dramatique. Que se passera-t-il en 2018 ? Eh bien, c'est le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a pour tâche d'organiser ces états généraux. C'est aussi lui qui a pour tâche de décider des thèmes qui vont être inclus dans cette révision des lois. Donc on voit que c'est vraiment le comité qui va jouer un rôle majeur dans ces états généraux. Le calendrier prévisionnel, donc je vous l'ai dit, ça va commencer début 2018. Il devra y avoir des débats publics dans toutes les régions de France, organisés par les espaces éthiques régionaux qui dépendent des agences régionales de santé, les ARS. Il pourrait, mais on ne sait pas encore, y avoir des panels citoyens qui seraient également constitués et peut-être aussi des consultations publiques via Internet, comme cela a eu lieu aux derniers états généraux en 2009. Il y aura aussi par le CCNE des auditions d'associations ou d'instances. Et puis ensuite, il y aura remise au gouvernement d'un rapport. Ensuite, un projet de loi qu'on imagine à l'automne 2018. Et enfin, des débats et un vote des nouveaux textes législatifs, sans doute début 2019. Le CCNE va donc jouer un rôle important dans tout ceci. Pourtant, il est assez légitime de se demander si un relativisme éthique ne s'est déjà pas instauré au sein de ce comité. On l'a vu en tout cas dans ce qui a pu être observé dans le renouvellement de ce comité ces dernières années, en particulier sous le quinquennat Hollande, où certains renouvellements avaient pu être interprétés comme des manœuvres gouvernementales, qui avaient même fait dire au député Leonetti, au lieu de changer d'avis sur les grandes questions éthiques, le gouvernement préfère changer de comité d'éthique. Voilà, donc nous serons vigilants sur tout ce qui se passera. Quels seront les thèmes qui seront abordés ? Eh bien, bien entendu, le sujet de la PMA pour toutes, nous en avons bien sûr déjà tous entendu parler.
Ça a été annoncé, c'est le projet d'ouvrir la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes qui sont seules ou les femmes qui sont en couple de femmes. Alors c'est la suite logique, si on peut dire, hein, de l'ouverture et de l'ouverture du mariage et de l'adoption pour tous, la loi Taubira qui a été votée en 2013. Pourtant, même, on s'en souvient, hein, les promoteurs de cette loi se défendaient d'un quelconque lien entre mariage et filiation. Pourtant, des millions de Français ne s'y trompaient pas en défilant dans un mouvement social d'une ampleur gigantesque. Eh bien, ce projet de loi sera porté, le projet de loi bioéthique sera porté par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui s'est dit publiquement favorable à la PMA pour toutes, qu'elle décrit publiquement comme un droit qui n'enlève rien à personne, qui n'enlève rien à personne. Nous pouvons entendre derrière cela rien, c'est-à-dire un père n'est rien, personne, un enfant n'est personne. Voilà qui pose bien les enjeux derrière ce projet de loi. Je trouve que c'est un bon résumé. Le président de la République, il est aussi favorable à cette ouverture de la PMA pour les femmes, même si ce n'est pas une promesse de campagne, c'est un mensonge qu'on a pu entendre ici ou là. Le président Macron donc, se dit favorable à l'ouverture de la procréation pour les femmes. Il veut reconnaître ce droit aux femmes seules et aux couples de même sexe. Il souhaite que durant l'année 2018, il y ait des débats apaisés sur la question. On peut se demander si finalement la forme des débats n'est pas plus importante pour lui que le fond des sujets. Il dit aussi qu'il est très sensible au respect de la filiation. Là, je cite son discours sur TF1 du 16 octobre dernier. On voit mal comment on peut être très sensible au respect de la filiation et pour autant brouiller totalement les pistes de la filiation en autorisant une procréation dans laquelle disparaît totalement le père. Il dit aussi, le président Macron, qu'il est contre la gestation pour autrui et qu'il souhaite qu'on ne puisse pas passer de PMA à GPA. Mais il dit aussi qu'il est très attaché à l'égalité entre les citoyens. Donc là, on voit encore mal comment on pourrait d'un côté défendre la PMA pour les femmes pour une question d'égalité en la comparant aux couples hommes-femmes et ne pas vouloir l'égalité pour les couples d'hommes ou les hommes seuls qui n'auraient pas accès à la GPA. Alors, quelques éléments de discernement ensemble autour de la PMA. Déjà, c'est un peu un abus de langage. La femme ne procrée ni seule, ni avec le concours d'une autre femme. Il y a toujours intervention d'un tiers donneur, un homme qui fournit les gamètes. C'est le père biologique, donc le donneur anonyme. C'est un contournement de la procréation médicalement assistée, puisque cela ne restaure aucunement une fertilité abîmée. On peut dire que la stérilité dans un couple homme-femme, c'est une exception à la règle, mais l'infertilité d'un couple de même sexe, c'est une règle sans exception. Alors comment peut-on raisonnablement parler d'égalité de droit dans des circonstances qui n'ont absolument rien de comparable? On voudrait aussi qu'on s'accorde avec cette idée qu'on veut nous imposer qu'un enfant peut se passer de père, mais qu'un couple de femmes ne peut pas se passer d'enfant et donc y aurait droit. Est-ce qu'il existe un droit à l'enfant ? Non, il n'existe que des droits de l'enfant, dont la Convention internationale qui a été ratifiée par la France proclame le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans la mesure du possible. Et un procédé qui organise donc délibérément l'éviction du père méconnaît et piétine ce droit. Si on retire le critère de pathologie de la PMA, en l'autorisant pour des femmes seules ou des femmes en couple de femmes, eh bien, alors c'est une digue qui s'effondre, parce que c'est une nouvelle manière totalement de revoir la procréation. Il peut ne plus y avoir de limite. Pourquoi on la refuserait aux couples hommes-femmes qui n'ont pas de problème de stérilité? Pourquoi on n'y intégrerait pas de manière systématique la sélection de l'enfant à naître? Pourquoi on n'ouvrirait pas la procréation post-mortem, etc., etc., ou la procréation quand on n'est plus en âge de procréer. À partir du moment où l'enfant devient un dû et non un don, à ce moment-là, la demande va augmenter, le droit à l'enfant va augmenter dans la culture, et ce sera le droit à l'enfant quand je veux, mais aussi le droit à l'enfant, évidemment, comme je veux.
D'autres sujets seront très certainement abordés. D'abord, l'impact des big data dans le domaine médical. Les big data, vous le savez, c'est ce qu'on appelle parfois le pétrole du 21e siècle. Ce sont toutes ces données qu'on laisse derrière nous, toutes ces traces numériques de tous nos passages sur Internet. C'est la révolution technologique et culturelle qui pose évidemment beaucoup de questions éthiques, en particulier dans le domaine de la santé, parce qu'on peut évidemment se poser des questions sur que peut-on faire de ces données, que se passe-t-il si elles tombent dans les mains d'assurances ou de mutuelles, qui pourraient analyser tous nos modes de vie, tout ce qu'on mange, la manière dont on dort, etc., qui pourraient les mouliner et finalement aboutir à individualiser ces tarifs, ce qui serait la fin d'une sorte de solidarité en matière de santé au détriment évidemment des plus fragiles. Tout ceci rentre dans la réflexion sur la médecine prédictive, la médecine qui veut prédire l'avenir, notamment selon par exemple notre génome, qui a aussi fait l'objet déjà de réflexions lors des derniers états généraux. Ça m'amène à vous parler d'un autre sujet, celui de la modification du génome des embryons, avec notamment les techniques de génie génétique CRISPR-Cas9, qui sont des véritables outils de génie génétique qui permettent de couper, copier, coller des gènes dans n'importe quelle cellule, y compris dans les cellules d'un embryon ou de gamètes en vue de fabriquer un embryon. Là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà possible, c'est déjà réalisé dans certains laboratoires, d'aller modifier le génome d'embryons humains. Pour l'instant, aucun enfant OGM comme ça n'est né, mais nous ne sommes pas à l'abri que tout ce qui est juridique et qui encadre ces recherches ne bouge, n'évolue, et qu'un jour nous soyons, certains pays autorisent la naissance d'enfants génétiquement modifiés. Également, la FIV à 3 parents pourrait être dans ces débats. C'est en tout cas une recommandation qu'a fait l'OPEST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a demandé à ce qu'on évalue la possibilité d'ouvrir cette technique. La FIV 3 parents fait intervenir l'ovule d'une donneuse, l'ovule de la mère biologique et l'ovule du père biologique, et on transpose le noyau de la mère dans le noyau de la donneuse, duquel on a retiré le noyau. C'est une technique qui vise à éviter la transmission d'une maladie par la mère. Et donc on parle de FIV 3 parents parce qu'il y a 3 ADN finalement qui se retrouvent à l'origine de la fabrication d'un bébé qu'on peut dire génétiquement modifié. Et là il y a déjà des enfants qui sont nés de cette technique en Ukraine et au Mexique. Et c'est un basculement éthique monumental sur la procréation humaine. C'est comme pour CRISPR-Cas9. Il y a le risque du bébé sur mesure, il y a le risque que ces modifications sont transmissibles de génération en génération. Et surtout, ça fait de l'enfant ainsi conçu un cobaye à vie de la technique qui a contribué à le faire naître, avec des inconnus sur sa santé qui sont monumentales. Sur la procréation, il y a aussi donc, on pourrait réfléchir dans ces états généraux à l'autoconservation des ovocytes et du sperme pour des raisons qui ne seraient pas médicales mais juste de convenance personnelle. Également le changement des règles autour de la procréation, la gratuité des gamètes pourrait être remise en question, la FIV post-mortem, et aussi la généralisation du diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le séquençage de tous les embryons qui seraient fabriqués in vitro dans toutes les FIV. C'est en tout cas une recommandation émise aussi par l'OPEST et par René Friedman dans une tribune très controversée publiée l'année dernière dans Le Monde, pour laquelle le président du CCNE a considéré que les enjeux éthiques étaient très bien résumés par le professeur Friedman. Donc voilà, gros sujet d'inquiétude. La gestation pour autrui pourrait faire partie des débats, même si on n'en est pas sûr du tout à ce stade, mais on voit bien que depuis la loi Taubira, il y a comme un rouleau compresseur autour de cette question. Il y a eu bien sûr la très controversée circulaire Taubira, les différents arrêts de cassation, et puis aussi la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle la France, dans son inactivité complice, n'a pas fait appel. Il y a aussi l'inactivité complice de la justice qui ne pénalise ni les commanditaires de GPA qui sont sur notre sol, ni les agences qui viennent organiser des GPA en France, alors que des plaintes sont en cours, notamment grâce à Aude Mirkovic qui intervient aujourd'hui dans vos journées à Grenoble et qui fait un travail remarquable sur toutes ces questions.
La GPA, c'est la déshumanisation de la grossesse, c'est l'abandon délibéré d'enfants, c'est la contrainte d'une femme à ne pas investir sa grossesse, c'est l'éclatement complet de la filiation de l'enfant, c'est la génération de contentieux et de faits divers inextricables et sordides et malheureux, c'est un trafic procréatif, cela fait de l'enfant un objet de vente ou de transaction et qu'il y ait un prix ou pas, c'est exactement le même problème, il n'y a pas de GPA éthique. La GPA exploite le corps des femmes et notamment des plus pauvres et elle est contraire à tous les droits de l'homme. Par ailleurs, pour l'enfant, programmer son abandon par la femme qui l'a porté, c'est d'une violence inouïe, c'est une maltraitance originelle extrêmement qui induit des blessures dans la toute petite enfance qui sont totalement injustes, surtout que c'est programmé. D'autres sujets importants, l'intelligence artificielle, qui est le plus grand risque que court l'humanité, sera très certainement traité, ainsi que les robots, les droits des robots, dont nous voyons que certains pays, en tout cas cette semaine, un pays a accordé la nationalité, la citoyenneté plutôt à un robot. Voilà, donc le droit des robots et l'intelligence artificielle, voilà un sujet qui va beaucoup nous occuper aussi. Également la question du don d'organes et en particulier la catégorie Maastricht 3 qui concerne des personnes pour lesquelles nous programmons délibérément l'arrêt des traitements et pour lequel le prélèvement est directement aussi prévu. Alors là, c'est une ligne de crête que Maastricht 3 risque de remettre en cause parce que, en fait, en schématisant un petit peu les choses, eh bien, on pourrait craindre que l'ordre des décisions ne s'inverse et que l'arrêt des traitements ne soit finalement décidé qu'en vue du prélèvement d'organes. C'est une catégorie qui fait extrêmement débat, en particulier par le personnel qui travaille sur ces questions, notamment en réanimation de prélèvement d'organes. La fin de vie ne devrait pas faire partie des états généraux de la bioéthique. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la ministre en charge de cette future loi qui s'est dite réticente à faire évoluer la loi fin de vie. Pourtant, le lobby de l'euthanasie a laissé entendre qu'il en ferait partie dans les médias et le président Emmanuel Macron a lui dit que ce serait peut-être abordé lors des révisions de loi de bioéthique. On voit que tout cela est vraiment pour l'instant flottant. Alors en conclusion, je voudrais quand même dire que ce titre, le corps, instrument de nos désirs, tout est permis, mais tout n'est pas profitable, est absolument excellent. Il m'a bien éclairé. C'est vrai que tout n'est pas profitable, on peut l'entendre de deux façons. N'est pas profitable déjà pour soi, au sens de ce que ce n'est pas forcément bon pour moi, mais aussi on peut l'entendre comme on ne peut pas tirer profit de tout. On ne peut pas tirer profit du corps d'autrui. On ne peut pas vendre des parties du corps, des gamètes, le sang, les organes ou même vendre la maternité. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, dans ma traduction, dans ma Bible, c'était même marqué non pas tout n'est pas profitable, mais tout n'édifie pas. Voilà qui est encore, je trouve, plus fort. Et surtout, j'ai eu la curiosité de lire la ligne suivante de cette citation qui a été choisie pour ces journées bioéthiques. La ligne suivante, c'est que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et c'est là, je crois, la clé de lecture essentielle pour penser toutes nos problématiques bioéthiques présentes, mais aussi futures, surtout futures, parce que nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité, au bord d'un basculement, où l'homme fabrique l'homme de toutes pièces, où l'on entrevoit que l'intelligence artificielle pourrait augmenter de manière dramatique les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les nations qu'on dira numériques et celles qui sont déjà les plus pauvres et les plus exploitées, et dont les emplois précaires pourraient disparaître. Que chacun cherche le bien d'autrui. Je crois que la liberté s'accomplit dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi, et qu'aujourd'hui, la plupart des dérives que nous voyons arriver viennent d'un tsunami de l'individualisme intégral
qui inclut le droit à l'enfant, la PMA pour tous, la GPA, la marchandisation des gamètes, un greffon à tout prix et même le droit au suicide assisté. On est vraiment dans une époque où la procréation aussi devient de plus en plus artificielle, où il y a un marché mondial des gamètes, des grossesses, et où on est de plus en plus amené à jeter, à trier, à manipuler la vie, y compris dès son commencement. Ce qui pose à notre humanité des questions anthropologiques absolument inédites et majeures. Chercher le bien d'autrui, c'est alors donc la clé de voûte pour édifier une civilisation qui prenne soin les uns des autres et qui propose en tout cas le seul et vrai progrès, celui qui doit être choisi, partagé, raisonné, juste et qui vise à améliorer la qualité de l'homme et la qualité de vie de l'homme sans altérer son environnement ni sa nature même, et sans en tout cas laisser personne sur le bord du chemin, ni instrumentaliser des catégories d'êtres humains. Le vrai progrès, il cherche de manière indissociable le bien de l'homme et le bien de l'humanité tout entière. Voilà, donc il faut être à l'écoute de tout ce qui va être proposé, y compris aussi par Alliance Vita, comme par exemple l'Université de la vie. N'hésitez pas à prendre part au débat localement, et surtout à nous faire entendre s'il y a des contributions citoyennes qui sont organisées par le gouvernement. Il y a un moment où nous pourrons vraiment contribuer à ce débat apaisé même qu'appelle de ses voeux notre président.